Tennessee, la ville de Knoxville, en 2016. La foule exulte, les gradins explosent d'applaudissements. Les joueurs de football entrent sur le terrain confiants et concentrés. Ce soir, ils vont se battre pour l'honneur de leur école. Cependant, l'attention des fans ne se porte pas uniquement sur eux. Sous les projecteurs, l'équipe de Pom Pom Girls fait son entrée dans le stade, vêtue de costumes éclatants. Des pompons scintillants s'élèvent dans les airs. La musique retentit avec force et la foule acclame, emportée par l'enthousiasme. Parmi ces danseuses captivantes, Emma Walker se distingue, une jeune fille pleine de vie, rayonnante et insouciante. Elle se déplace avec une telle assurance que la scène semble faite pour elle. Dès le premier regard, il est évident qu'Emma est la star de l'école, toujours au centre de l'attention. Mais ceux qui la connaissent de près savent qu'elle n'a pas la moindre arrogance, souvent associée aux autres pom-pom girls populaires. Emma est une fille bienveillante et empathique. Dans les gradins, au milieu de la foule vibrante, se trouve son petit ami Riley Gaul. Autour de lui, les fans jubilent, mais ils ne partagent pas leur enthousiasme. Pour une raison quelconque, il ne ressent ni fierté ni joie pour sa petite amie, seulement un regard dur, plein de tension, et des lèvres serrées, comme s'il retenait une colère insupportable. Il semble que chaque spectateur sur le terrain soit un rival, osant admirer Emma. Riley ne veut pas partager cette joie avec la foule. Il ne veut pas partager son sourire avec quelqu'un d'autre, ni la voir danser pour les autres. Si on lui demandait ce qu'il ressent en ce moment, il répondrait peut-être quelque chose d'évasif, d'indifférent. Pourtant, au plus profond de lui-même, dans les ténèbres de sa conscience, une pensée mûrit déjà, qui ne tardera pas à détruire non seulement leur relation, mais aussi Emma elle-même. Elle n'a que 16 ans et le monde entier s'offre à elle. Elle a des parents bienveillants et des amis aimants. Elle rêve d'une carrière dans la médecine. Elle avait l'impression d'avoir trouvé son premier véritable amour. Comme tout adolescent, elle croyait au bien et ne remarquait pas les signes avant-coureurs, à peine perceptibles, qui annonçaient un danger imminent. Lorsqu'on entend une histoire sur une pom-pom girl et un joueur de football, on imagine habituellement le rêve classique du lycée. Lui est sportif, elle est une beauté, et ensemble, ils semblent être le couple parfait. C'était également le cas pour Riley Gaul et Emma. Ils jouaient dans l'équipe de football. Elle l'encourageait depuis le bord du terrain. Les deux apparaissaient ensemble lors des événements scolaires, allaient à des fêtes et rencontraient des amis. Pour tout le monde, ils semblaient être le couple typique de l'année, beau, jeune et avec un avenir prometteur. Concernant Riley, il n'était pas le roi de l'école, typiquement sûr de lui. Il a grandi dans une famille religieuse, fréquentait régulièrement l'église et était, selon ses amis, plutôt un garçon calme, voire timide. Il aimait les jeux vidéo, réussissait bien à l'école et donnait globalement l'impression d'une personne amicale. Leur rencontre avec Emma a débuté à l'école. Ils se croisaient constamment lors des matchs où elle encourageait son équipe. Au départ, leur relation était fugace. Quelques phrases courtes, un sourire, des remarques fortuites. Mais petit à petit, leur conversation s'allongeait. Emma remarquait que Riley se distinguait des autres joueurs de football. Il n'était ni timide, ni désireux d'être au centre de l'attention. Progressivement, ils commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble. Riley trouvait toujours une excuse pour la voir. Il la raccompagnait après les cours et l'emmenait à l'entraînement. Il avait 1 an de plus et se préparait déjà pour le collège. Il donnait donc des conseils à Emma qui lui étaient très utiles. Tout semblait parfaitement naturel. Un garçon attentionné qui voulait aider. Cependant, Riley s'enquérait de plus en plus souvent des personnes avec qui Emma échangeait des messages et insistait pour les voir. Lorsqu'elle sortait avec des amis, il devenait jaloux, irrité et parfois même agressif. Tous ces comportements paraissaient étranges à Emma, mais pas au point de leur accorder de l'importance. Les parents de la jeune fille ne s'en inquiétèrent pas immédiatement non plus. Ils appréciaient que Riley soit poli, soigné et respectueux. Pourtant, instinctivement, il sentait qu'une insistance excessive se manifestait dans son comportement envers Emma. Au fil du temps, Riley a commencé à montrer de plus en plus de jalousie et à restreindre le cercle social d'Emma, ce qui a inquiété ses parents et ses amis. Cependant, comme c'est souvent le cas, les jeunes n'écoutent pas volontiers les avertissements. Pour la jeune fille, la jalousie semblait être un signe d'amour véritable.
Il ne voulait pas la partager avec quiconque, donc elle se sentait spéciale. Il est important de noter que les relations toxiques ne commencent pas avec la violence physique. Au départ, il s'agit de jalousie, de tentative de restreindre légèrement le partenaire, de manipulation constante. Ainsi, presque imperceptiblement, une personne commence à soumettre l'autre à sa volonté, étape par étape. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Emma. Quelques mois après le début de la relation, Riley a commencé à contrôler davantage la vie de la jeune fille. Au début, il l'interrogeait avec inquiétude et jalousie sur ses allées et venues et ses fréquentations. Avec le temps, ces questions se sont transformées en un véritable interrogatoire, exigeant qu'elle rende compte de chaque pas. Si elle avait ne serait-ce qu'un léger retard à l'école ou sortait avec des amis, son téléphone explosait de messages du type « Où es-tu ? Pourquoi ne réponds-tu pas ? Qui est avec toi ?» Peu à peu, le silencieux Riley a cessé de paraître doux et gentil. Sa timidité apparente en public était compensée par un contrôle total dans ses interactions personnelles avec Emma. Il réagissait de manière hypersensible à toute mention de noms étrangers, surtout masculins, et faisait des sèmes de jalousie à Emma dès qu'elle parlait à quelqu'un qui ne plaisait pas à Riley Gaule. Il disait qu'il partirait et laisserait Emma si elle ne répondait pas à ses exigences. Ensuite, il changeait soudainement de ton, suppliant pardon, l'accablant de cadeaux et de déclarations d'amour. La jeune et inexpérimentée Emma ne comprenait pas qu'elle était prise dans un cycle classique de violence psychologique. Dévalorisation, conflit, réconciliation et de nouveau dévalorisation. Les parents d'Emma remarquaient avec inquiétude comment leur fille, autrefois souriante et pleine de vie, se transformait peu à peu en une jeune fille nerveuse et anxieuse qui s'enfermait longtemps avec son téléphone dans sa chambre. Ils voyaient comment elle sursautait au son des nouveaux messages et comment son humeur changeait en fonction de ce que Riley écrivait. La mère et le père ne pouvaient rester indifférents en voyant leur enfant sombrer dans une relation malsaine, et ils tentaient d'intervenir avec de plus en plus de détermination. Une des mesures les plus radicales fut la décision de retirer temporairement le téléphone d'Emma et de limiter ses rencontres avec Riley. Les parents espéraient ainsi rompre le lien douloureux et donner à leur fille la possibilité de voir la situation de manière lucide. Cela produisit des résultats positifs. Emma avoua elle-même à ses amis qu'elle ressentait un soulagement. Elle passait plus de temps avec sa famille, retrouvait le sourire et se replongeait dans ses hobbies. De plus, Emma confiait ouvertement à ses amis et proches qu'elle souhaitait mettre fin définitivement à sa relation avec Riley. Mais c'est précisément à ce moment que Riley se rendit compte qu'il perdait son emprise sur elle. Il ne pouvait accepter l'idée qu'Emma lui échappait et il se livra à des actions théâtrales et absurdes. La plus monstrueuse fut la mise en scène de son propre enlèvement. Il envoya des messages alarmants à ses amis, affirmant que des inconnus l'avaient enlevé. Il écrivait qu'il était menacé, qu'il ne savait pas où il se trouvait et qu'il avait besoin d'aide. Quelques heures plus tard, Riley, qui avait prétendument été enlevé, réapparut soudainement et commença à raconter les détails sinistres de sa disparition. Ce n'était rien d'autre qu'une pure manipulation. Riley espérait qu'Emma s'inquiéterait pour lui, se ferait du souci et reprendrait contact avec lui. Il voulait qu'elle se sente coupable, qu'elle soit convaincue que sa vie s'effondrerait sans elle, qu'il était en danger et qu'elle seule pouvait le sauver. Il espérait qu'Emma, en le voyant dans cet état, oublierait la séparation, éprouverait de la pitié et reviendrait vers lui. Mais le plan échoua. Riley commença alors à la traquer. Il se rendait constamment chez elle la nuit. Il l'attendait près du garage, frappait aux portes, se glissait jusqu'aux fenêtres et essayait de la convaincre de sortir pour lui parler. À chaque fois, il trouvait de nouveaux prétextes. Parfois, il prétendait avoir oublié un livre. D'autres fois, il disait vouloir simplement discuter ou espérait qu'Emma lui accorderait au moins un regard compatissant. Mais Emma ne voulait plus le voir et n'ouvrait pas la porte, craignant une nouvelle crise d'agressivité. C'est au cours d'une de ces nuits que quelque chose se brisa en Riley. Il n'était plus ce garçon désespéré et obsédé qui suppliait Emma de revenir. Riley Gaule est désormais vidé intérieurement. Une seule pensée s'est ancrée dans son esprit. Si elle ne veut pas être avec lui, alors elle ne sera avec personne d'autre. Il ne peut pas la laisser partir, ni accepter qu'elle continue de vivre, de rire, de faire des projets, d'aimer quelqu'un d'autre. Quand la nuit enveloppe la ville dans une quiétude somnolente, Riley se rend de nouveau à la maison d'Emma.
Mais cette fois, il ne se tient pas à la porte, ne frappe pas aux fenêtres, ne lui envoie pas de messages interminables. Il apporte une arme à feu. Dans l'obscurité, il se glisse jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Il sait exactement où est placé son lit et dans quelle position elle dort habituellement. Il est venu ici des centaines de fois, connaît cette maison, cette rue, sait que personne ne le verra. Il se poste sous la fenêtre de sa chambre, lève l'arme et expire lentement. Le premier coup de feu retentit, l'écho résonne dans les environs. Une seconde plus tard, un deuxième tir. La balle atteint sa cible. Emma n'a pas le temps de se réveiller, elle n'a pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. La balle la frappe à la tête et met fin à sa vie instantanément. Riley n'attend pas les cris, ne tend pas l'oreille au bruit dans la maison. Il sait qu'il a touché sa cible. Il n'a pas besoin de confirmation. Tout ce qu'il a planifié est déjà accompli. Il range l'arme, se retourne calmement, monte dans sa voiture et s'éloigne. Pas d'appel d'urgence, pas de panique. Il a fait ce qu'il voulait et cela lui suffit. La mère trouvera sa fille dans le lit, ensanglantée et sans vie. La maison d'Emma se remplira de cris d'horreur, de sirènes des secours et des larmes des membres de la famille. Riley, de retour dans son appartement, s'allonge simplement pour dormir. Il a exécuté son plan macabre. Il ne doit plus l'observer, plus tenter de la retenir, plus se battre pour attirer son attention. Il lui a pris ce qu'elle avait de plus précieux, sa vie. Lorsque les policiers arrivent, ils comprennent immédiatement que les tirs ont été effectués depuis la rue à travers la fenêtre de la chambre. Emma ne pouvait en aucun cas se protéger. Elle ne se doutait même pas qu'une arme était braquée sur elle. Riley Gaul est immédiatement devenu suspect. Cet homme avait longtemps harcelé la jeune fille, l'avait menacée et avait tenté de la contacter la veille. Cependant, Riley avait sa propre version de l'endroit où il se trouvait cette nuit-là. Il affirmait avec insistance qu'il était dans une autre ville et qu'il lui était impossible d'être apparu à la maison d'Emma. Mais trop d'indices le désignaient. Premièrement, ses déclarations contradictoires. Il s'embrouillait dans les détails et ne pouvait pas fournir d'alibi clair. Deuxièmement, les enquêteurs ont parlé avec les amis de Riley qui ont raconté son désir de se débarrasser de l'arme. Riley les avait appelés à plusieurs reprises, laissant entendre qu'il devait se débarrasser au plus vite de quelque chose. Les amis, réalisant que leur camarade avait peut-être commis un crime grave, décidèrent d'aider la police. Une opération secrète fut organisée. Les connaissances de Riley devaient le persuader de jeter la pistole dans la rivière pour se débarrasser des preuves. C'est à ce moment-là que la police a effectué des enregistrements vidéo dissimulés. Lorsque Riley est arrivé à l'endroit convenu pour effacer les traces, les agents l'ont arrêté avec l'arme en main. Toutes les affirmations selon lesquelles il n'avait rien à voir avec cela et qu'il n'avait même pas vu Emma cette nuit-là ont perdu leur sens. Lors des interrogatoires, il prétendait « Riley a déclaré que c'était un accident et qu'il avait seulement voulu effrayer Emma pour attirer son attention. » Le procès est devenu un événement sensationnel. Les gens avaient du mal à croire qu'un garçon doux, silencieux et religieux pouvait être capable d'un meurtre de sang-froid. Riley continuait d'affirmer qu'il n'avait pas eu l'intention de la tuer. Pourtant, les jurés n'ont pas cru à sa version romantique. Tous les faits montraient qu'il avait agi de manière consciente et préméditée. Le ministère public a qualifié l'affaire de meurtre au premier degré. Dans le système juridique américain, cela signifie que le crime était intentionnel et planifié. Le tribunal l'a condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 51 ans de prison. Pour le jeune homme, qui n'avait que 19 ans au moment du verdict, cela signifie que pratiquement toute sa vie se déroulera derrière les barreaux. Le 15 mai 1978, Maria Petrova est née, une femme qui deviendra plus tard l'une des rares criminelles en série de Russie. Grande de taille, avec une carrure robuste, des épaules larges, une coupe de cheveux courte et une voix rauque. C'est ainsi que la décrivèrent ses proches, ses connaissances et ses anciens collègues. Ses crimes étaient atypiques à bien des égards pour la pratique pénale russe. On lui attribue 2 meurtres et 3 tentatives d'agression sur des hommes, dont les victimes présumées ont survécu comme par miracle. Tout cela s'est passé près d'une station de métro,
à quelques centaines de mètres de son appartement. Au moment des faits, Maria avait 24 ans. Elle n'était pas mariée et n'avait pas d'enfant. Selon ses propres déclarations, elle n'avait jamais eu l'intention de fonder une famille. Depuis son enfance, Petrova était en traitement psychiatrique et souffrait d'un trouble de la personnalité schizotypique. On ne connaît que peu de détails sur sa vie. Maria est née en 1978 à Moscou. Dès son plus jeune âge, elle était active dans la natation, mais n'a jamais obtenu de succès sportif notable. En d'autres termes, ses performances se limitaient à des victoires dans des compétitions mineures. Selon ses propres déclarations, son enfance a été difficile. Elle était le deuxième enfant d'une famille où le père buvait souvent et était agressif. Lorsque Maria avait 4 ans, il a frappé sa mère si fort qu'elle a dû être hospitalisée. La petite fille a été laissée seule avec son père pendant plusieurs jours, qui, selon ses dires, était également violent envers elle. 6 mois après cet incident, en 1988, elle a été abusée par les amis de son frère aîné. 1 an plus tard, le père a quitté la famille. Certains enquêteurs ont supposé plus tard que ces expériences pourraient avoir jeté les bases d'une haine profondément enracinée envers les hommes. La petite fille montrait un comportement agressif dès son plus jeune âge. Elle frappait les chats ou les chiens dans la cour et attaquait parfois aussi d'autres enfants. En raison de ce comportement, elle a même été admise dans une clinique psychoneurologique. Plus tard, Maria a rapporté qu'elle avait abandonné le sport à l'adolescence et avait travaillé comme entraîneur. La raison principale en était qu'elle avait été, selon ses propres dires, abusée par un jeune homme avec qui elle s'entraînait. Mais personne ne la croyait. En décembre 2000, elle a obtenu un poste de professeur de sport dans un collège de Moscou et y dirigeait également un département pour l'haltérophilie. Elle se comportait calmement envers ses élèves. Elle n'élevait jamais la voix et ne montrait aucun signe d'agression. Dans l'évaluation de son lieu de travail, il a été noté que Petrova était une employée responsable, travailleuse et consciencieuse. Elle était respectée non seulement par ses collègues, mais aussi par ses élèves. En particulier pour son initiative dans la création et l'organisation du département sportif. Cependant, les enseignants se souvenaient que Maria menait une vie très retirée. Elle n'avait pas d'amis et personne ne savait comment elle vivait en dehors du travail. Certaines personnes se moquaient occasionnellement de son apparence masculine derrière son dos. Ils trouvaient particulièrement amusant qu'elle porte parfois une jupe et des talons hauts après les cours. À ce sujet, Maria a déclaré que seuls les hommes riaient, ce qui n'a fait qu'accentuer son aversion intérieure pour le sexe masculin. Elle sortait en jupe et en talons hauts, mais se déplaçait de manière très masculine. Parfois, même des automobilistes s'arrêtaient et klaxonnaient, et elle leur faisait signe en retour, se souviennent en riant les anciens collègues de Petrova. En mars 2002, Maria a attaqué un homme pour la première fois. Pourquoi elle a commencé à attaquer des hommes avec un couteau, elle ne pouvait pas l'expliquer elle-même. Elle a simplement dit qu'elle avait soudainement eu l'impression d'être harcelée par un homme ivre. Apparemment, de vieux traumatismes étaient remontés à la surface. Elle avait une méthode fixe. Dans la rue, elle s'approchait d'un homme ivre, généralement âgé, et lui plantait soudainement un couteau dans la région du cou avant de s'enfuir. Il n'y avait pas de plan ni de système derrière ses actes. Elle ne choisissait pas ses victimes de manière ciblée et ne pensait pas aux conséquences de ses actes. En même temps, les attaques étaient impulsives. Le premier meurtre a eu lieu le 1er mars 2002 près d'une station de métro. La victime était un jeune homme de 20 ans que Maria n'avait jamais rencontré auparavant. Je faisais du jogging. Il était tard, alors j'ai pris mon couteau avec moi. Je l'avais caché dans ma manche gauche. J'ai traversé le passage pour piétons puis je suis passé devant l'arrêt de bus. Il y avait un jeune homme là-bas. C'est ainsi que Maria a décrit plus tard les événements. Le gars titubait. Il était évident qu'il était très ivre. Quand je suis passé à côté de lui, il m'a attrapé par la veste et m'a insulté. J'ai alors sorti le couteau et je lui ai planté dans le cou, se souvient plus tard Maria. Un enregistrement de son aveu a été publié plus tard sur Internet. Lorsque l'homme est tombé, Petrova lui a donné un coup de pied au visage. Lors de l'enquête, elle a répondu à la question de savoir pourquoi elle avait fait cela. J'avais peur qu'il continue à me frapper. Bien que tout cela se soit passé près d'un arrêt de transport public, non loin d'un théâtre, et bien que beaucoup de gens passaient, personne ne l'a arrêté. Après l'attaque, elle est rentrée tranquillement chez elle, a lavé le couteau, nettoyé ses vêtements,
et fait comme si de rien n'était. Peu de temps après, j'ai eu un conflit au travail avec un collègue plus âgé, mon deuxième professeur de sport. Il me portait une attention excessive depuis longtemps, ce qui me déplaisait. J'ai déposé une lettre de démission, qui n'a cependant pas été prise en compte, a-t-elle rapporté plus tard lors de l'interrogatoire. Petrova a expliqué qu'elle avait ressenti le désir de faire du mal à d'autres personnes sur fond de souvenirs d'enfance et de rancœur profonde envers son père, qui avait battu sa mère et ses enfants dans son enfance. Cependant, elle n'a pas osé toucher son collègue. Peut-être, a-t-elle supposé, avait-elle simplement peur qu'il se révèle plus fort. Quelques semaines après le premier meurtre, Petrova est de nouveau sortie avec un couteau pour trouver une victime au hasard. Il y avait plusieurs personnes potentiellement ciblées, a-t-elle rapporté, mais l'une d'entre elles est entrée dans un magasin, une autre a été retardée pour parler à quelqu'un, et elle n'a pas voulu attendre. Elle a donc décidé de se promener avec le couteau caché dans sa manche dans les cours près de la station de métro. À un moment donné, un homme étranger d'environ 60 ans lui est venu à l'encontre. Elle n'a pas été dérangée par le fait qu'elle était en vue des passants. « Je suis simplement passée et je lui ai planté un couteau dans le cou », a dit Maria plus tard. La victime était Nikolai Chabine, un retraité que Maria n'avait jamais connu auparavant. Il est mort sur les lieux avant l'arrivée de l'ambulance. Au départ, les enquêteurs ont supposé qu'il s'agissait d'une dispute ordinaire entre connaissances, qui pourrait être liée à une intoxication alcoolique. On a commencé à fouiller l'entourage personnel du défunt, car personne ne pouvait imaginer qu'un homme âgé avait été tué sans raison. Plus tard, plusieurs témoins ont été retrouvés. Ils ont déclaré avoir vu une fille quitter les lieux du crime, mais ils n'ont pas pu reconnaître son visage. La police n'a pas pris l'incident au sérieux à l'époque et a supposé qu'elle était simplement passée par là par hasard et n'avait rien à voir avec l'acte. À ce jour, on ne sait pas pourquoi Petrova n'a pas été arrêtée pendant 1 mois et demi. Elle ne s'est pas cachée. Elle n'a pas quitté la ville. Il y avait des descriptions de témoins et de personnes. Pendant ce temps, elle a réussi à attaquer au moins 3 autres personnes. La police a initialement signalé 4 attaques, mais dans un cas, la victime n'a pas été en mesure d'identifier Maria. 3 des victimes ont survécu et ont plus tard donné une description de la femme qui avait presque pris leur vie. Selon les rapports, Maria sortait dans la rue l'après-midi vers 16 heures pour chercher une victime. Les attaques avaient généralement lieu au plus tard à 21 heures. Ces victimes étaient généralement des hommes d'âge moyen ou plus âgés, ivres. Elle s'approchait d'eux par derrière et leur plantait un couteau dans le cou avant de s'enfuir rapidement. La police a d'abord gardé les détails de l'affaire sous silence, de sorte que beaucoup de choses n'ont pas été rendues publiques. Mais après la prochaine attaque, les enquêteurs ont commencé à publier des indices dans le quartier. Un portrait robot a été réalisé, mais il s'est avéré imprécis car les témoins n'ont pas pu reconnaître clairement le visage de la femme à cause de l'obscurité. Peu de temps après le dernier acte, un homme s'est présenté aux enquêteurs, affirmant avoir vu d'une fenêtre une fille s'approcher de l'homme qui est mort plus tard. Ce témoin s'est avéré être un voisin de Maria Petrova et a indiqué aux enquêteurs son appartement. Le 23 avril 2002, des policiers sont apparus chez elle. Petrova n'a même pas essayé de se justifier ou de nier sa culpabilité. Elle est restée calme, a donné des dates précises, a décrit les circonstances, s'est souvenue de certaines des victimes et a révélé des détails qui étaient jusqu'alors inconnus même des enquêteurs. Cela a été considéré comme une preuve décisive de sa participation aux actes et elle a été immédiatement arrêtée. À ce moment-là, elle avait 2 meurtres et 3 tentatives de meurtre à son actif. Plus tard, on a soupçonné qu'elle aurait pu être impliquée dans plusieurs autres attaques. Cependant, les victimes n'ont pas pu identifier l'agresseur avec certitude, et dans plusieurs cas, il manquait des preuves solides. Lors de l'interrogatoire, Petrova a parlé de son enfance difficile, de ses propres expériences de violence et des motivations de ses actes. Selon ses déclarations, elle considérait toute forme d'attention masculine comme du harcèlement. Elle se souvenait à peine des dernières attaques. Après une série de reconstitutions dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs n'avaient plus aucun doute sur le fait que Maria était l'auteur de tous ces crimes. En conséquence, tous les dossiers ont été transmis au tribunal. Cependant, le public craignait que la femme ne soit déclarée irresponsable et ne soit pas envoyée en prison, mais dans un établissement thérapeutique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Plusieurs expertises médicales ont diagnostiqué chez Petrova un trouble mental grave,
ce qui la rendait pénalement irresponsable. Les proches des victimes ont tout de même exigé une véritable peine, mais le jugement du tribunal était clair, Petrova a été internée dans un établissement psychiatrique fermé. Depuis 2013, les médias rapportent régulièrement une possible libération conditionnelle de Maria si son état s'améliore. Cependant, il n'y a pas eu de confirmation officielle à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui, Maria Petrova est dans une clinique spécialisée fermée. Elle n'a pas quitté l'hôpital ces dernières années. Selon diverses sources, une libération pourrait cependant avoir lieu dans un avenir proche. Après l'incident décrit ci-dessus, j'ai eu un conflit au travail avec un homme plus âgé. Il me portait une attention excessive depuis un certain temps. Je me sentais mal à l'aise. J'ai déposé plusieurs demandes de démission. Je voulais trouver un autre poste, juste pour ne plus avoir à rencontrer cet homme. Mais à chaque fois, ma demande a été rejetée, a déclaré Maria Petrova. Après cela, après ces harcèlements, j'ai ressenti un besoin urgent de faire du mal à un homme plus âgé. Et finalement, je l'ai fait, en pleine rue, a-t-elle avoué.